Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emery, bienvenue. Bonjour Virginie. Bonjour Emery. Enchanté que tu sois avec nous. Et bienvenue dans ce live, ce grand live de rentrée du Grand Défi. Eh bien, l'idée, c'était évidemment de donner éventuellement un peu d'actualité du grand Défi, et puis de ce qui va bientôt arriver, et puis d'ouvrir cette saison des grands lives avec Emery Jacquia, que vous connaissez peut-être ou probablement, et qui nous parlera bien sûr de l'entreprise qu'il a reprise et qu'il dirige depuis quelques années maintenant, et qu'il a engagé dans un processus dans la transition, et puis du mouvement des entreprises à mission qu'il préside, qu'il a lancé il y a, tu me diras, je crois que ça fait 2 ou 3 ans, Emery, et qui commence à exploser, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous tous. Alors, on se retrouvera donc tous les mois. On se retrouvera tous les mois pour un grand live. En attendant, évidemment, vous pouvez bien sûr suivre le grand défi. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Le grand défi et ses évolutions sur notre page LinkedIn, où vous êtes probablement, mais aussi sur notre site en vous abonnant à notre newsletter, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans l'année qui suit, entre la grande consultation, la grande délibération et la grande diffusion. Et on nous annoncera bientôt de nouveaux territoires, nous allons être, et puis eh bien, tout ce qui va se passer dans cette année chargée sur ces questions de transition. Virginie, peut-être que tu voulais dire un mot sur les prochains. Tu as dit ce que je souhaitais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a travaillé, on vous réserve une belle programmation aussi pour les grands lives. Nous allons recevoir plusieurs invités. Alors, on va pas tout vous révéler maintenant, mais bientôt. Par exemple, je peux vous dire que très bientôt, nous recevrons Sébastien Boller, auteur notamment du livre qui a fait le buzz, pour reprendre une expression à la mode, qui s'appelle Le Bug Humain, et d'autres invités. Et donc, pour être tenu au courant, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Il faut soit nous suivre, enfin d'ailleurs, ce n'est pas exclusif, nous suivre sur la page LinkedIn du Grand Défi, aller visiter notre site régulièrement, et enfin, vous abonner à notre newsletter dont nous sommes extrêmement fiers, parce qu'elle est qualitative. En plus de vous tenir informés de notre actualité, elle vous donne un certain nombre d'éléments de réflexion sur la transition et tous les enjeux que cela représente pour les entreprises. Voilà, mais maintenant, je pense que le plus important, et je remercie tous ceux qui sont avec nous, ils sont venus pour écouter parler Emery Jacquia. Donc, je propose qu'on lui pose la première question. Absolument. Bonjour encore une fois, Emery. Merci d'être là. Alors, toi, tu as lancé, tu as transformé déjà ton entreprise, tu pourras nous raconter ça aussi, mais surtout, tu as lancé récemment le mouvement des entreprises à mission que tu présides. Mais alors, évidemment, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise à mission. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'une société à mission, d'où est venue l'idée et comment finalement, aujourd'hui, tu en es venu à monter ce mouvement? Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle une mission qui cherche à avoir un impact positif sur la société, que ce soit sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Elle le met au cœur de son modèle parce qu'elle le met d'ailleurs dans ses statuts, ce qui permet d'obtenir l'alignement des actionnaires et de remettre le profit à la bonne place, c'est-à-dire pas au sommet, mais probablement au centre, parce qu'une entreprise à mission, elle a besoin de faire du profit. Voilà, la création de valeur financière, elle est importante dans une entreprise, c'est la clé de la durabilité de l'entreprise, mais ça ne peut pas être le but ultime et le seul but d'une entreprise. Et donc, l'entreprise à mission définit une mission qui lui est propre,
qui lui est singulière, liée à la fois à son histoire, à son métier, à sa culture, mais aussi à la vision qu'elle porte de ce qu'elle peut changer dans le monde. Et aujourd'hui, on a des défis majeurs, hein, des grands défis majeurs qui sont devant nous, qui sont des défis sociaux, sociétaux, environnementaux, la crise du climat, la biodiversité, etc. Et l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Il faut l'activer. Pour activer cette force de transformation, il faut que l'entreprise à la fois prenne conscience du rôle et de l'impact qu'elle peut avoir, mais réconcilie finalement le profit et l'impact. Et c'est ça une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle économique une mission avec un impact positif et qui fait aussi évoluer sa gouvernance pour avoir une vraie gouvernance de la mission, c'est-à-dire un comité de mission tel qu'il est défini dans la loi Pacte, parce que même si nous, notre chemin de l'entreprise à mission, tu l'as dit Jérôme, il a démarré assez tôt, en 2013, il a démarré avec la rencontre de chercheurs, notamment ceux de l'école des mines, Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, qui avaient théorisé dès 2008, au moment de la crise financière, sur la société à objet social étendu, convaincu que l'entreprise, justement, ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle a un vrai rôle, qu'elle a une vraie utilité dans la société. Et nous, pour Camif, on a fait le chemin de l'entreprise à mission à partir de ce moment-là. Et on a suivi un peu les recommandations de l'école des mines. Puis en 2018, on s'est dit, mais ce modèle, il est vraiment formidable parce que pour tout dirigeant qui veut structurer sa démarche d'impact, structurer finalement la contribution positive qu'il cherche à avoir dans le monde, ce modèle, il est extraordinaire. Il permet de redonner du sens à l'entreprise. C'est un véritable levier d'engagement. C'est un levier pour transformer son entreprise. Nous, on a énormément transformé Camif grâce à la mission. Et puis, c'est un levier de performance. Voilà. Donc, c'est un super outil au point qu'on a décidé en 2018, avec les quelques pionniers qui avaient un peu expérimenté ce modèle et avec les chercheurs des mines, de créer cette association, la communauté des entreprises à mission, qui aujourd'hui comporte à peu près 300 membres, qui sont des dirigeants auxquels on offre un cadre de partage, parce que c'est un chemin qui est long, parce que c'est un chemin de transformation qui demande du courage, qui demande évidemment beaucoup de sincérité et d'engagement du dirigeant, qui est un peu la clé de voûte du changement de l'entreprise. Parce que si on veut changer le monde et changer notre société, changer notre économie pour qu'elle soit soutenable, il faut commencer par changer nous-mêmes et changer nos entreprises. Et donc, cette communauté, aujourd'hui, elle se développe assez rapidement. Il y a eu un très fort effet accélérateur, évidemment, avec la loi Pacte, parce qu'elle a posé le cadre dans la loi et elle offre aujourd'hui ce guide à toute entreprise, à tout dirigeant qui souhaite structurer sa démarche. On définit une raison d'être, on la traduit en engagement, en objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux. Tout ça est inscrit dans les statuts. On met en place une gouvernance de la mission, c'est le comité de mission, et on se fait auditer tous les 2 ans ou tous les 3 ans, selon la taille de l'entreprise, par un organisme indépendant. Tout ça nous inscrivant dans finalement une démarche de progrès, une démarche d'amélioration continue. Et la loi Pacte a donc offert ce cadre en 2019. Les premiers décrets sont sortis en 2020. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui est très forte, probablement accélérée, plus encore que la loi Pacte, par la crise de la Covid qu'on connaît. Où là, on comprend qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut changer nos façons de faire. Et qu'il y a une exigence croissante des citoyens, des consommateurs et nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Et dans les personnes, je crois, enfin, je profite pour dire que dans les personnes qui ont travaillé sur et réfléchi sur les entreprises à mission, il y a aussi le Collège des Bernardins, si je me trompe pas, et il y a aussi des économistes comme Olivier Favreau, et j'en profite pour dire qu'il fait partie justement du comité éthique et scientifique du Grand Défi. En plus d'avoir parmi les signataires de la tribune plusieurs chefs d'entreprise à mission. Je pense par exemple à François Guérin de l'entreprise CETI. Donc, je veux dire que le Grand Défi est déjà, pardonnez-moi pour la moto qui vient de passer, le Grand Défi est déjà, j'allais dire, ancré aussi dans cette évolution possible. Je dis possible parce que ça reste un choix des entreprises. Et est-ce que tu peux nous dire si, parce que donc ça c'est le statut d'entreprise à mission est spécifique à la France. Est-ce que tu peux nous dire si des mouvements équivalents ont lieu ailleurs, en Europe ou dans le monde, et ce qu'il y a de comparable et de différent avec d'autres types de statuts du même genre?
Oui, il y a eu des évolutions dans les droits des sociétés de divers pays, à commencer par les États-Unis eux-mêmes. Dans certains États, on a la Benefit Corporation, on a la Special Purpose Corporation, Social Purpose Corporation. Donc, il y a des choses qui existent. En Europe, en Italie, par exemple, la Società Benefit. Mais la loi Pacte a été vraiment un cran plus loin et constitue une vraie innovation dans le droit au niveau mondial, quelque part, parce que c'est à la fois la première fois qu'on reconnaît que finalement une entreprise peut se doter d'une raison d'être, peut faire évoluer son objet social et surtout qui met en place un double contrôle de la mission avec à la fois la gouvernance qui est créée par le comité de mission, qui va avoir pour objectif d'évaluer les ressources qui sont engagées dans l'entreprise et les résultats au regard des objectifs que s'est fixé l'entreprise elle-même, et également le double contrôle par l'OTI, par l'organisme tiers indépendant, qui va venir auditer la démarche. Et ça existe nulle part ailleurs dans le monde. Et on pense qu'avec la dynamique qu'il y a aujourd'hui, on a en France, il y a 245 sociétés à mission, donc 245 sociétés qui ont adopté cette qualité de société à mission. C'est vraiment une qualité, ça n'est pas un statut à part entière, parce qu'on peut être une structure de l'ESS, une mutuelle, une coopérative, ou on peut être une boîte, une start-up, une SARL, une ESA, une société familiale ou une société cotée, et obtenir cette qualité de société à mission. Eh bien, sur les 245, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on en a à peu près 2/3 qui sont des PME, donc c'est adapté aussi aux petites et moyennes entreprises. Et puis, on a aussi des grands groupes, voire des grands groupes cotés, on en parlera tout à l'heure. Et donc, on pense que cette dynamique-là française pourrait servir, parce qu'il faut changer d'échelle, on est d'accord, il faut embarquer un changement profond de notre économie, et c'est pas juste la France qui va changer le monde. Et on pense que la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Et au sein de la communauté des entreprises à mission, on est engagé pour diffuser ce modèle partout en France, sur les territoires, dans les réseaux d'entreprises, mais aussi à l'échelle européenne pour qu'on ait en Europe, on définisse le cadre probablement en s'inspirant de ce qui a été fait dans la loi Pacte avec la société à mission, d'un capitalisme plus responsable, d'un capitalisme qui est ancré sur des valeurs qui sont des valeurs assez européennes et qui nous différencierait encore davantage du capitalisme à la chinoise ou du capitalisme américain. Et on pense qu'il y a vraiment une place, une opportunité, même en termes de souveraineté en Europe, de développer ce modèle du capitalisme responsable. Alors, donc je fais un petit scoop, du coup j'en profite pour faire un tout petit scoop, puisque au sein de la communauté des entreprises à mission, on va initier le premier congrès européen des sociétés à mission. Il y aura une première étape à Paris en fin d'année et une deuxième étape à Bruxelles et probablement une troisième étape l'année prochaine aussi dans un autre pays européen pour engager un mouvement européen qui partent de la société civile, qui partent des dirigeants, qui disent, en fait, au fond, on voit aujourd'hui dans notre communauté, on a des grands groupes qui sont passés société à mission. Je prends l'exemple du groupe Rocher, par exemple. Ils ont des filiales partout en Europe. Ils aimeraient bien avoir un cadre européen. Ça leur servirait parce que ce qu'ils ont fait en France, ils pourraient le déployer en termes de modèle, de gouvernance, de mission dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin, notamment pour embarquer les grands groupes, ce qui est absolument nécessaire, de développer un modèle européen qui ne soit pas soumis uniquement aux agences de notation américaines qui vont venir auditer notre performance extra-financière de manière assez globale, assez générale, mais qui redonne du sens à l'entreprise, qui lui redonne sa place dans la société et qui en fasse un modèle différent. Donc oui, et qui intègre aussi des évolutions en matière de gouvernance. Donc ça peut pas se mesurer avec des labels RSE. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et important que de redonner du sens à l'entreprise. Merci Emery. Voilà, je remangeais mon micro. C'est passionnant, mais parlons peut-être encore plus concrètement de ce que le fait de devenir entreprise à mission peut changer. C'est-à-dire, alors il n'y a pas beaucoup de recul, en plus peut-être après une année et demie de Covid, c'est compliqué, mais sur ce que l'entreprise à mission change en termes d'impact, qu'est-ce qu'elle provoque. Alors, ça peut être en termes de performance économique, en termes de résilience, d'innovation, de bien-être au travail. Bref, en fait, si tu veux, c'est compliqué encore aujourd'hui, je suppose, de convaincre, de moins en moins, mais quand même de convaincre un dirigeant de passer entreprise à mission. Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait? Quels sont les impacts que tu as mesurés et donc comment le convaincre d'y aller?
Le premier bénéfice, c'est que ça redonne du sens à l'entreprise. Parce que réfléchir et prendre le temps de réfléchir à sa raison d'être, à la raison de pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle peut résoudre comme problème demain, c'est une façon formidable de revigorer le projet de l'entreprise et de trouver finalement cette raison d'être ensemble. Parce que la raison d'être et le projet d'une entreprise reste un projet collectif avant tout. Et donc, c'est un formidable levier d'engagement pour les collaborateurs, parce que ça redonne du sens au projet de l'entreprise. C'est un levier d'attractivité pour la marque employeur, parce qu'on le voit aujourd'hui. J'étais il y a 2 semaines à la maison de l'X pour parler de l'entreprise à mission, et les professeurs que j'ai rencontrés me disaient aujourd'hui, les élèves ne veulent plus rentrer dans les grands groupes. Ils veulent soit monter leur boîte pour changer le monde, soit ils veulent rejoindre des entreprises avec des impacts positifs sur des enjeux sociaux, des entreprises engagées sur des enjeux sociaux ou environnementaux. Donc, voilà, on voit bien l'importance aujourd'hui pour un dirigeant de clarifier finalement l'impact positif qu'il cherche à avoir à travers son activité pour la société. Ensuite, c'est un levier d'innovation parce que ça oblige à revoir un certain nombre de pratiques, ça oblige à revisiter nos métiers, ça oblige parfois à des renoncements, d'ailleurs très souvent. Le premier renoncement auquel on a fait face, nous, en 2017, suite à l'inscription dans nos statuts de notre mission pour Camif, notre premier objectif de mission, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. On a décidé de boycotter le Black Friday en 2017, c'est-à-dire qu'on a renoncé au meilleur jour du e-commerce de l'année en fermant camif.fr, tout simplement. Et ça a marqué un engagement très fort. Alors, c'est vrai qu'à court terme, c'est pas bon pour le chiffre. Ça n'a pas été bon pour le chiffre. On a perdu 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires ce jour-là. Mais sur le long terme, ça a créé un vrai mouvement. D'abord, on a vraiment parlé et posé sur la table le débat de surconsommation versus consommation responsable. Et on a contribué largement à l'émergence et à l'éclosion de ce débat. Ensuite, on est assez fiers parce qu'on a eu 1000 sites e-commerce l'année dernière qui ont boycotté le Black Friday, sans forcément aller jusqu'à fermer, mais ça veut dire qu'il y a il y a une boule de neige et on a initié ce mouvement-là aussi auprès d'un écosystème de commerçants qui se disent ça suffit la surconsommation et il faut qu'on montre qu'on peut consommer peut-être moins et mieux. Et enfin, ça s'est traduit in fine en performance, avec quelques années de recul, je vous l'accorde, parce que le projet d'entreprise à mission, c'est un projet de transformation, donc on est sur du temps long. Et redonner du temps long, c'est aussi un très grand bénéfice pour un dirigeant parce que ça permet d'engager des transformations profondes et d'investir vraiment dans la rénovation de nos modèles économiques. Et l'année dernière, pour Camif, ça a été une année où on a quand même réalisé 44% de croissance. Cette croissance, elle ne vient pas de nulle part, elle n'est pas uniquement tirée par la croissance du e-commerce, etc., liée à la crise de la Covid, mais elle est vraiment liée au vent dans les voiles qu'on a, où aujourd'hui, de nombreux citoyens et consommateurs sont en train de passer à l'action, font plus attention à ce qu'ils achètent, privilégient le local, le durable, se posent davantage de questions avant d'acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, et se tournent naturellement vers des marques qui sont engagées. Et donc, ils vont chercher la preuve de l'engagement auprès de marques et d'entreprises. Et donc, la cohérence de tout ce qu'on a fait depuis 2009 en misant sur la qualité, sur le Made in France, sur le local et le durable pour la proposition de valeur Camif, en mettant au cœur de notre mission, dès 2017, on a inscrit dans nos statuts la mission de l'entreprise et en mettant au cœur de nos préoccupations cette consommation responsable et cette production locale. Aujourd'hui, Camif, c'est la marque la plus reconnue dans notre secteur sur son engagement développement durable. Donc, tout ça se traduit en une performance économique, mais il faut du temps long. Et il faut arrêter de gérer nos entreprises les yeux rivés sur l'EBITDA à 3 mois, quoi. Il y a quelque chose aussi que tu fais à la Camif, c'est la dimension collective, parce qu'en fait, c'est très participatif ton mode de management. Est-ce que tu dirais que pour réfléchir à l'entreprise à mission, voire le mettre en place, aussi cette dimension du faire collectif et de l'intelligence collective est fondamentale entre la direction et les salariés?
Ah oui, absolument. Et cette démarche collaborative qu'on a initiée sur la définition même de la mission, parce qu'on a mis 2 ans et demi pour formuler la raison d'être de Camif qui tient en 2 phrases. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas très efficace, mais c'est parce qu'on a souhaité faire cette démarche de manière collaborative pour se nourrir finalement du regard des parties prenantes sur pourquoi on existait, à quoi on servait, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de notre modèle, de notre marché adoptaient notre modèle. Bon, voilà. Et donc, cette démarche collaborative, elle a aussi pour effet très bénéfique sur le chemin même de définition de la mission, d'engager les collaborateurs qui sont au cœur du projet, parce que c'est eux qui seront ensuite les mieux placés pour traduire concrètement, opérationnellement, la mission dans leurs décisions au quotidien. Donc, bien sûr, et on le voit dans les 245 sociétés à mission, on a lancé notre observatoire des sociétés à mission au sein de la communauté des entreprises à mission. Les 4/5 des démarches ont été collaboratives. Elles ont toujours engagé les collaborateurs, mais au-delà des collaborateurs même, les fournisseurs, les clients, tout l'écosystème de l'entreprise. Donc oui, c'est aussi, il faut le dire, une fois que la mission est claire, alors elle est claire. Elle est claire, chacun dans ses décisions au quotidien. Donc, c'est aussi une façon, une fois que la mission est posée, de libérer le management. Et finalement, le rôle du manager, ça va être de rappeler la mission, rappeler pourquoi on est là, à quoi on sert, et beaucoup plus que de dire ce qu'il faut faire ou de dire pourquoi il faut qu'on le fasse. Et ça libère le management parce que effectivement, ce sont les collaborateurs et les initiatives des collaborateurs, et c'est à ça qu'on mesure si ça marche ou pas, si ça transforme ou pas. Si le projet d'entreprise à mission change quelque chose ou pas. C'est la façon dont les collaborateurs se saisissent du sujet et finalement prennent des initiatives qui vont dans le sens de la mission de l'entreprise. Et pour nous, par exemple, là, quand on a une jeune chef de produit qui est rentrée il y a 1 an sur le linge de maison, Léa, qui décide, parce qu'elle voit qu'il y a encore pas mal d'invendus, même après les périodes de solde, sur le linge de maison avec des thés d'oreiller dépareillés, qu'elle trouve un ESAT pour refabriquer à partir de ces invendus des petites lingettes démaquillantes, des petites pochettes, et qu'elle fait une boucle d'économie circulaire sur nos invendus, on se dit c'est gagné, quoi. Voilà. Et là, le projet d'entreprise à mission, quand il dépasse le dirigeant, c'est qu'il a réussi. Voilà. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup, et il faut répéter sans cesse, il faut que la mission soit vraiment au cœur de tout ce que l'on fait. Mais pour un dirigeant, c'est à la fois une boussole. La raison d'être, c'est vraiment une boussole. Et en temps de crise, je pense que c'est extrêmement important de savoir pourquoi on existe, à quoi on sert, parce que les métiers peuvent changer très vite, parce que l'environnement change tout le temps. Et c'est aussi la feuille de route, donc la déclinaison opérationnelle des objectifs de mission. C'est un formidable outil stratégique. Ça devient la stratégie de l'entreprise. Et donc, c'est un levier après de différenciation. Nous, si on existe aujourd'hui encore, malgré un environnement hyper compétitif, hyper concurrentiel qui est celui du e-commerce, donc je ne fais pas de photos, pas de dessins, mais quand vous avez Amazon, Cdiscount, Alibaba, etc. en face de vous, et que vous êtes le petit poussé du Made in France, il faut vraiment avoir quelque chose à raconter qui est différent, quoi. Et voilà, et si on existe, c'est aussi parce que la mission a accéléré la transformation de notre modèle. C'est l'effet le plus bénéfique finalement, c'est que c'est un accélérateur de transformation parce que ça donne du sens. C'est que quand on dit par exemple en 2017, 3e objectif de mission, faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à revoir toute notre offre pour revoir comment sont fabriqués les produits, et on décide à ce moment-là qu'on peut plus dépendre uniquement de nos fabricants pour faire l'économie circulaire de notre standard, parce que c'est pas forcément leur mission à eux, mais c'est la nôtre, et qu'il faut qu'on prenne les devants, qu'on prenne notre bâton de pèlerin là, et que on fasse de l'économie circulaire de notre standard. Pour ça, on décide de lancer un projet qui s'appelle Camif Édition, où on co-développe avec des experts d'économie circulaire, avec des fabricants français, avec des designers, des produits originaux, exclusifs, qu'on trouve nulle part ailleurs, et qui font finalement aujourd'hui 60% de notre offre, qui est bâtie sur ce modèle d'économie d'éco-conception et de produits exclusifs, qui font qu'on protège nos marges et qu'on protège également les marges de nos fabricants, nos producteurs, et en même temps, on crée une valeur sociale et environnementale très positive. Valeur sociale, on a pu mesurer, pour un emploi qu'on crée à Niort chez Camif, on a 14 emplois en France.
on soutient 14 emplois en France. C'est énorme, cet effet multiplicateur. Et impact environnemental, quand on fait du local, là, tous les produits exclusifs, c'est des produits 100% fabriqués et sourcés en France. Forcément, on a, et là on vient d'annoncer un de nos renoncements aussi importants au regard de notre mission, qui est de renoncer à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. Ça a représenté au mois de juin encore. C'est ça. Ah oui, je sais pas. Oui, ça a représenté 7,4% de notre offre. Donc c'est beaucoup, et on a décidé de tout couper. Alors là aussi, on se prive de chiffres de manière assez immédiate sur des catégories comme le mobilier de jardin, où il y a beaucoup de grand import, où le marché est sans doute 90% de grand import, ou l'électroménager, où c'est difficile de trouver du micro-ondes fabriqué en Europe. On n'en a plus qu'un seul dans le rayon micro-ondes. Donc forcément, ça nous prive de chiffres, mais c'est tellement cohérent que ça renforce beaucoup la fierté en interne, que ça oblige et ça met en tension, parce que c'est aussi l'objectif d'une bonne raison d'être, d'une bonne mission, c'est que ça met en tension l'entreprise sur, OK, il faut qu'on trouve des alternatives fabriquées plus localement. Et puis, ça permet de mettre plus de lumière dans notre forêt, parce qu'on coupe des arbres qui faisaient de l'ombre aux produits Made in France, et le fait de couper les gros arbres, en fait, ça fait pousser plus vite les bonnes pousses, quoi. Donc voilà, on gère notre offre comme comme un bon exploitant forestier qui gère sa forêt durablement. Et c'est intéressant que tu évoques et tu rappelles cette notion d'abord cette dimension interne et externe, et cette notion et la notion de raison d'être, parce que si je me souviens bien de mes cours d'économie, mais c'était il y a quelques années, enfin très peu, mais quelques-unes. Au départ, il y a à peu près 200 ans ou plus peut-être, une entreprise, quand elle avait ses lettres de certification, pour les recevoir, entre guillemets, enfin ses statuts, si on parle en langage contemporain, il fallait qu'elle prouve qu'elle contribue à l'intérêt général. Donc, on est en train de renouer finalement avec ce qu'était le rôle d'une entreprise, l'emploi faisant partie de l'intérêt général, mais pas seulement. C'était l'intérêt général entendu aussi au sens global. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, cette espèce de retour aux sources pour l'entreprise. Et donc, ça n'est pas antinomique, mais au contraire, on voit bien que c'est même fondateur. Et dans ce que tu racontes comme expérience, c'est extrêmement fondateur aussi des valeurs et de la dynamique de l'entreprise. Donc, pour ça, c'est extrêmement intéressant. Néanmoins, tu parlais du fait de la dimension de convaincre à l'extérieur, à l'intérieur. Nous, quand on discute au Grand Défi, quand on discute avec des entreprises et avec des dirigeants en particulier sur leur politique RSE, pour le dire brièvement, très souvent ils évoquent la difficulté qu'ils ont avec leurs parties prenantes, et je pense en particulier aux fournisseurs, mais aussi à leurs financiers. Et si on voit bien que c'est pas le statut, puisque ce n'est pas un statut, mais la qualité de société à mission avait aussi pour vocation de permettre aux dirigeants d'entreprise de mieux conjuguer finalement leur politique RSE avec la stabilité sur le moyen et le long terme, et parce que ça engage légalement l'actionnaire, on voit bien aussi que ça ne change pas tout. Par exemple, ça change pas le modèle de propriété, ça change pas complètement le rôle de la gouvernance et le rôle des actionnaires en particulier. Et on a vu il y a pas très longtemps avec Danone, qui est, de ce que j'en sais, la seule entreprise du CAC 40 qui soit une entreprise à mission, on a vu comment elle a pu être fragilisée par des fonds activistes. Alors, bien sûr, là, il s'agit d'un cas très particulier, Danone, coté en bourse, mais quand même, est-ce que ça montre pas une des limites ou une des difficultés des entreprises à mission? Je dirais presque au contraire. Le cas Danone vient montrer la résilience du modèle de la société à mission, au-delà même d'un changement de dirigeant qui a pourtant vraiment mouillé la chemise, parce qu'il a incarné le projet de société à mission, il l'a porté et il a fait voter à 99% dans une boîte cotée, quand même vraiment pas simple, un projet qui a permis à Danone de passer du double projet imaginé en 72 par Ribou à un triple projet, celui d'intégrer aussi une dimension environnementale et une mission au cœur du projet Danone. Où il y a eu un désalignement, Emmanuel Faber n'était plus aligné avec son conseil d'administration, c'est une crise de gouvernance comme on en a dans pas mal d'entreprises, et ça n'est pas lié à la société à mission.
qui n'a d'ailleurs pas été remis en question chez Danone suite au départ d'Emmanuel Faber. Donc ça montre justement que une mission, quand elle est bien claire, quand elle est bien définie, quand elle se traduit dans le projet d'entreprise, qui a déjà un certain renoncement à certaines activités, un début d'alignement par rapport entre le modèle économique d'aujourd'hui et le modèle de demain et la mission, en fait, c'est très résilient. Donc, non, je crois pas, et je pense, pour tout dire, que le deuxième effet accélérateur, ou le troisième, on va dire, au-delà de la loi Pacte et de la crise de la Covid, et donc de la prise de conscience des citoyens, des dirigeants, des collaborateurs, de la pression interne que même dans nos entreprises, on ressent sur l'engagement nécessaire de l'entreprise sur les sujets sociaux et environnementaux, il y aura un troisième effet accélérateur, c'est la finance. Et je pense que le monde de la finance va, parce qu'ils sont en train de prendre conscience, il y a une étude de Bank of America, Merrill Lynch, là, pendant la crise de la Covid, sur l'année 2020, qui montre qu'il y a une corrélation maintenant entre la performance financière et la performance extra-financière, c'est que les entreprises les plus engagées sont également les plus performantes. À partir du moment où les financiers comprennent ça, je peux vous dire qu'ils vont avoir un degré d'exigence sur la performance extra-financière et une attention bien supérieure, et que demain, l'entreprise ou le dirigeant qui ne mettrait pas son entreprise en chemin aujourd'hui fait courir un risque à son entreprise parce qu'il ne trouvera ni talent, parce qu'aujourd'hui les talents veulent des entreprises engagées, ni consommateurs, parce que les consommateurs veulent des entreprises de plus en plus engagées, et plus d'argent, parce que quand il voudra financer des projets, on lui dira ok, mais c'est quoi votre performance extra-financière? Donc, je crois que cet effet accélérateur, on va l'avoir par finalement le bon vieux capitalisme qui aura tout compris, et qui aura compris qu'il faut réconcilier profit et impact, parce que si on ne le fait pas, on fait courir un risque non seulement à l'entreprise, mais à la société dans son ensemble. Donc, non, je pense que moi, je suis assez optimiste en fait. Tu as des signes concrets, des nouvelles à nous donner là-dessus sur le plan signe concret, il suffit de lire les journaux chaque jour, de voir le nombre de fonds ISR qui se créent, de fonds à impact qui se créent. Donc, quand on a cherché des fonds en 2012-2013, on a eu beaucoup de mal parce qu'il fallait convaincre, alors qu'on n'était pas encore tout à fait rentable à l'époque, de la pertinence d'un modèle qui misait sur le local, le Made in France, qui était totalement ringard à l'époque. Il n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas tout ça. Et le seul fonds qui a décidé de rentrer chez nous, c'est un fonds d'impact, un des tout premiers fonds d'impact en France, Laurence Meignery avec Citizen Capital. Donc, des Citizen Capital, aujourd'hui, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup plus d'argent qui irrigue cette économie, cette transformation de l'économie, parce que c'est bien ça, en fait, qui est à l'œuvre, et c'est bien ça l'enjeu clé, c'est d'arriver à transformer l'économie. Et donc transformer un maximum d'entreprises pour qu'elles soient vertueuses et qu'elles mettent leur force, parce que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société, parce qu'elle est ancrée sur des territoires, parce qu'elle a un impact social et environnemental considérable, notre force au service du bien commun, parce que il y a un enjeu de survie pour l'humanité, tout simplement. Donc, de toute façon, c'est dans l'intérêt collectif que de changer notre économie pour qu'elle soit soutenable, pour que son développement soit soutenable. Et ça passe par des nouveaux modèles. Ça passe probablement par une forme de décroissance, une décroissance en tout cas en volume, probablement une croissance en valeur. Et il va falloir créer une valeur, pas que économique, mais une valeur sociale et environnementale pour qu'elle soit soutenable. Et c'est consommer moins et consommer mieux. Aujourd'hui, on le voit aussi chez les consommateurs, qui est aussi une force de transformation de nos entreprises, qui nous oblige et qui a vraiment une sorte d'exigence croissante des citoyens consommateurs sur l'engagement des entreprises, qui vont privilégier ces entreprises les plus engagées. Donc, tout ça, moi, me rend optimiste, en fait. Voilà. Ce que tu dis là, par exemple, sur le truc capital, ou mesurer l'externalité, la dette environnementale, etc., ça dépend, par exemple, d'utiliser de nouveaux process comptables, en quelque sorte, une autre philosophie comptable. Est-ce que tu verrais la nécessité d'inscrire, du coup, ce type d'innovation, de changement dans le statut d'entreprise à mission? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y aurait des leviers, même législatifs ou réglementaires, à mettre en place?
Alors, je suis assez sur ce type de questions, sur qu'est-ce qui manque, je suis un peu perplexe parce qu'il manque un peu de temps, on manque un peu de recul. Tu as dit tout à l'heure, alors il y a très peu d'entreprises qui, comme Camif, peuvent avoir 7-8 ans de chemin sur la mission pour voir comment ça a transformé, qu'est-ce que ça change et comment ça se transforme derrière en performance. Donc, ce que je pense, c'est que le modèle de la société à mission, tel qu'il est fait en France, il est très innovant déjà. Il est plus innovant que tous les autres droits des sociétés, notamment grâce à la gouvernance. Et il y a une roue de l'amélioration continue avec une cale. La cale, c'est quand vous avez obtenu la qualité de société à mission. Vous n'allez pas reculer, hein, vous avez brûlé les vaisseaux, et vous avez défini votre raison d'être, vous avez défini vos objectifs de mission. Vous ne pouvez pas reculer. Et donc, ça oblige l'entreprise à progresser. Et la roue de l'amélioration continue se met en route véritablement une fois que vous avez fait une boucle. La boucle, c'est OK, on a une mission, elle a alimenté une feuille de route de mission avec des objectifs opérationnels qui sont portés par les équipes. Et puis, il y a le comité de mission qui vient regarder, faire des recommandations, probablement aussi avoir un regard un peu critique sur les moyens et le rythme qui est mis sur les objectifs de mission. Et enfin, vous avez l'OTI, l'audit de l'organisme indépendant qui va venir voir si oui ou non il y a de la sincérité dans la démarche et comment est-ce que vous répondez à vos objectifs. Et une fois qu'on a passé ce premier cycle, qui prend entre 2 et 3 ans, hein, selon la taille de l'entreprise, là, on va pouvoir améliorer encore sa feuille de route, l'enrichir, et c'est peut-être au bout de 2-3 cycles seulement qu'on verra si l'introduction de cette société à mission a eu un effet bénéfique pour les entreprises qui s'en sont saisies. En tout cas, l'effet bénéfique que ça a aujourd'hui, c'est que ça fait beaucoup parler, que ça interroge énormément. On le voit dans la communauté. On a la moitié de nos membres qui ne sont pas encore sociétés à mission, mais qui s'interrogent et qui cherchent à comprendre comment ils peuvent s'y mettre. Ils ont compris pourquoi il faut y aller, mais ils cherchent à comprendre comment s'y mettre et comprendre un peu comment ils peuvent faire ce chemin. Probablement, la meilleure évolution qu'on pourrait apporter à la loi Pacte, c'est la rendre européenne. Hein, je dirais que c'est la première étape que je souhaiterais, moi en tout cas, voir, que j'appelle de mes voeux, parce qu'on tombe aussi à un moment qui est assez critique, où la France va prendre la présidence de l'Europe bientôt, et que du coup, c'est légitime que la France pousse ce modèle d'innovation dans son droit des sociétés au niveau européen. Et voilà, donc je pense que la première des choses, c'est ça, et on pourra tirer des enseignements dans 2 ou 3 ans sur savoir si c'est vraiment une force de transformation, si ça a contribué positivement. C'est vraiment passionnant, et déjà un grand merci, Emery, parce que pour le grand défi, c'est extrêmement le grand défi a pour vocation de faire connaître et de formuler des propositions. Je trouve que déjà dans tout ce que tu dis, il y a énormément d'inspiration, j'espère, pour les entreprises qui travailleront lors du grand défi. Et je souligne d'ailleurs au passage que lors de ce qu'on appelle la grande délibération, qui va être le moment où des représentants d'entreprises vont travailler ensemble pour élaborer ces propositions, ils vont être répartis en 3 groupes. Un groupe de dirigeants, un groupe de salariés et un groupe donc il y aura 60 dirigeants, 60 salariés et une trentaine d'actionnaires et d'investisseurs. Ce qui, évidemment, va rejoindre complètement la dynamique que tu viens de décrire, et c'est aussi dans ce souci-là, enfin cette préoccupation-là, qu'on avait imaginé avec Jérôme ce système-là. Et ce qui m'amène à la question suivante, tu es signataire de la tribune de lancement du Grand Défi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et en quoi tu penses que le Grand Défi peut contribuer à cette dynamique, j'allais dire, qui dépasse même les entreprises à mission, globale de transformation de l'économie pour un mieux faisant, non seulement un mieux disant, mais un mieux faisant en termes sociétal, environnemental? Moi, ce qui m'a convaincu, c'est que on ne peut pas tout attendre de l'État, et que c'est à nous, entrepreneurs, dirigeants, de prendre le destin en main là. Moi, j'avais une étude de Carbone 4 qui m'a beaucoup marqué, c'est qui montre que finalement, si tous les consommateurs adoptent les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, qu'on arrête de prendre l'avion, qu'on arrête de prendre la voiture pour les trajets de moins de 3 km, qu'on arrête de manger de la viande, on n'aurait fait que 25% seulement du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75 autres % du chemin, ils sont à faire par les entreprises. Donc, il y a urgence à mobiliser les entreprises. Et pour moi, c'est ça le grand défi, c'est mobiliser
largement les entreprises. Et je trouve ça Oui. très, en termes de démarche, de dire, voilà, on va avoir 150 dirigeants qui sont volontaires à réfléchir à comment l'entreprise peut contribuer davantage, parce qu'il y a cette exigence, il y a cette urgence et il y a cette exigence des citoyens, de nos propres collaborateurs et des consommateurs pour que l'entreprise s'engage et pour activer profondément la force de transformation qu'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui change le monde, de tout temps. Au 19e siècle, la révolution industrielle, ce n'est pas les États qui l'ont décrétée, ce sont bien les entreprises qui l'ont faite. Au XXe siècle, c'est pareil. La révolution digitale, communication, Internet, ça, c'est les entreprises qui l'ont fait. Et aujourd'hui, l'entreprise doit faire une révolution, celle d'un monde soutenable. Voilà. Et donc, on doit accoucher de ça. C'est ça le produit de nos entreprises. Un monde soutenable. C'est ce qu'on doit produire. Et on n'a pas 100 ans pour le faire. Voilà. On a une génération. 9 ans en termes de climat, normalement. On est probablement la première génération. Dans les 1,5, oui. Et c'est pour ça que le grand défi va marcher, c'est qu'on est probablement la première génération à avoir pris conscience du lien entre les dérèglements qu'on observe et nos modes de vie, nos modes de faire entreprise. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir. Donc, c'est une sorte d'injonction à l'action. Donc, je trouve que mettre en commun nos intelligences, moi, ça me parle. Mettre en commun les forces vives de la nation, les dirigeants d'entreprise. Je trouve que c'est chouette et c'est pour ça que j'ai décidé d'être partenaire du Grand Défi. Voilà. Je tiens à une toute petite modification. Les 150 entreprises ne seront pas volontaires, mais tirées au sort. C'est ça qui nous J'imagine qu'elles seront quand même volontaires parce qu'en tant que dirigeant, si tu me tires au sort et que je n'ai pas le temps de participer. On va dire consentantes. On va pas les obliger, ouais, exactement. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut passer, si tu veux bien, Virginie, aux questions-réponses. J'en ai vu quelques-unes qui sont apparues. Il y en a une que je trouve, qui s'applique, qui est posée pour la CAMIF, mais je pense qu'il peut être beaucoup plus large. Est-ce que tu as réussi à mettre en place des indicateurs de suivi de ta mission et comment tu publies, tu diffuses finalement ces indicateurs et le fait de mesurer, je suppose, ça la question aussi, ton impact et la réussite de ce que tu as initié. Alors, on a mis en place une feuille de route de mission avec des plans d'action, des renoncements, des indicateurs. Je dois te dire une chose, c'est que tout ne se mesure pas. Tout n'est pas forcément mesurable. L'engagement des collaborateurs, il ne se mesure pas, il se vit. L'impact qu'on a sur la consommation responsable, oui, on peut dire, on a eu l'année dernière 1000 sites qui ont boycotté Black Friday, mais c'est pas tellement, voilà, tout ne se mesure pas. Ensuite, malgré tout, quand on veut progresser, il faut qu'on se mette des jalons, il faut qu'on se mette des objectifs. Donc, bien sûr, et les objectifs peuvent être des actions, peuvent être des indicateurs. Le renoncement qu'on opère là sur les produits fabriqués en dehors d'Europe, ça fait partie de notre feuille de route. C'était cohérent. On a décidé en termes de tempo d'accélérer un peu la décision. Voilà, du coup, on sera un peu en avance par rapport à notre objectif qui était de le réaliser en 2022. Donc, on a tout calé notre feuille de route avec nos objectifs sur 2025 en ce qui nous concerne. Et on va sortir là, dans les 15 prochains jours, notre rapport de mission, puisque c'est une obligation. Quand on est société à mission, on publie un rapport et dans ce rapport, on aura donc une grande transparence sur où est-ce qu'en est l'entreprise, qu'elle a fait, quel est son chemin de transformation, où est-ce qu'elle en est de sa feuille de route et de ses objectifs. Et concrètement, on cherchera à illustrer à travers des exemples pratiques comment l'entreprise s'engage. Donc, voilà, la publication de ce rapport, ça sera public, donc ça sera sur le site internet. Donc, toute personne, consommateur, collaborateur, ça, ou acteur de la finance pourra accéder à nos… Voilà, et ce rapport, il sera annuel, hein, donc voilà. OK. Quelqu'un dont le nom n'est un LinkedIn user, donc je ne peux pas te dire qui c'est, mais qui nous demande quel écueil ou obstacle principal vous avez rencontré dans le chemin de l'entreprise à mission. L'écueil à éviter absolument, c'est de se précipiter. Il y a urgence à se mettre en chemin, mais il faut prendre son temps. Nous, on a mis 2 ans et demi pour formuler la raison d'être parce que chaque mot compte. On a eu beaucoup d'allers-retours entre la matière qu'on a récoltée, la cellulose qui est notre comité de mission,
l'objet social étendu qui était donc notre chemin, donc c'était sur les travaux de l'école des mines, donc on n'avait pas la loi Pacte, donc on était maintenant on a la loi Pacte qui donne un guide encore un peu plus concret, on va dire, et puis on a beaucoup de partage d'expérience au sein de la communauté des entreprises à mission. Je vous invite vraiment, parce que l'association est une association d'intérêt général, à aller consulter le site de la communauté des entreprises à mission. Il y a énormément de contenu sur comment on s'y prend, les écueils, voilà. Mais le principal, c'est le temps long. Donc, il faut des dirigeants qui sont convaincus, sincèrement convaincus, qui vont porter cette démarche pendant des années et qui auront le courage parfois de renoncer à certaines activités. Et donc, il faut du courage aussi. C'est probablement une difficulté, c'est toujours l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Ça n'est pas toujours simple de faire ces arbitrages. Voilà, mais il faut tenir bon parce que ça vaut le coup. C'est peut-être même plus simple pour toi, entre guillemets, bien sûr, parce que tu as quand même un capital, on va dire, familial et puis avec un fonds d'impact. Ceux qui ont un fonds. C'est sûr que les entreprises familiales, les entreprises familiales constituent un terreau très favorable à la mission parce qu'elle permet aussi de perpétuer la mission, de la faire perdurer au-delà d'un changement même de génération. Il y a un autre modèle qui est développé plus dans les pays du Nord, tu parlais de l'Europe, qui est des missions qui sont gouvernées aussi par des fonds détenues aussi par en tout ou partie par des fonds de dotation ou des fondations à vocation d'intérêt général. Je lisais qu'au Danemark, c'était 2/3 des entreprises qui sont aujourd'hui, dont les actionnaires sont des fondations, ce qui permet et ce qui correspond à ce que tu viens de dire pour les entreprises familiales, c'est-à-dire qui donne une pérennité finalement à l'engagement. Mais ça existe dans la loi Pacte, les fondations actionnaires maintenant. Donc le couple fondation actionnaire société à mission est forcément et de fait sans doute très intéressant. Il n'y en a qu'une pour l'instant qui cumule les deux depuis le mois de juin, enfin plus exactement depuis le 2 juillet. Donc, je vous le dis, parce que je suis très, très fière. Je suis donc, on m'a proposé d'être la présidente du comité à mission, justement, de cette entreprise qui cumule à la fois le fait, enfin, c'est une entreprise qui s'appelle donc SETI et qui est à la fois, qui a choisi d'être entreprise à mission, mais en même, et par ailleurs, dont le principe, c'était une entreprise familiale, enfin, en grande partie familiale, et qui a donc décidé de céder une grande partie de ses actions pour en faire un fonds de dotation dont la vocation est de travailler sur les questions d'éducation et qui va donner aussi donc de la stabilité, une grande pérennité pour accomplir cette mission. Donc c'est un modèle extrêmement intéressant et là aussi, exactement comme la PACAMIF, on est dans une société qui va très bien économiquement et donc c'est une manière, les dirigeants disaient dans une interview, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire, mais justement c'est une autre façon de servir l'intérêt général sans renoncer à un modèle économique qui est un modèle économique capitaliste, bien sûr. Donc voilà, comme quoi l'innovation peut permettre, l'innovation et que la loi Pacte a mis en œuvre, peut permettre de trouver des solutions extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Il y avait deux autres questions de Xavier Bertrand, qui disait, tu as parlé tout à l'heure d'une réunion européenne ou d'un forum européen ou une convention européenne des entreprises à mission à Paris puis à Bruxelles. Est-ce que tu as des dates ou des projets? Est-ce que c'est un peu… Oui, à Paris normalement, mais je ne sais pas complètement sûr, mais ça devrait être le 13 décembre, je crois. Je dis de mémoire en fait, et ça sera probablement au CESE. Et l'année prochaine à Bruxelles, ça sera probablement en février. On ne sait pas encore où précisément, mais il faut suivre l'actualité, il faut s'abonner au fil d'actu de la communauté des entreprises à mission. Oui. Pour se tenir informé, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on nous pose la question, pour se tenir informé de toute cette actualité des entreprises à mission, de ces réunions, donc on va sur le site de la communauté. Voilà. On va sur le site de la communauté des entreprises à mission. Je ne sais pas si j'ai accès au chat pour mettre le lien, mais Moi, je n'ai pas réussi à mettre des liens, mais c'est bien que tu peux l'envoyer. On va le mettre dans la newsletter puisque tu seras vendredi. Voilà, parfait. On va pouvoir donner un suivi et on mettra le lien dans notre newsletter, ce qui donnera une raison supplémentaire à ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire. En France, il y en a plus. Non, a priori, je pense qu'il n'y en a plus, mais sait-on jamais. Très bien. Ouais, on arrive peut-être à la fin, non? Je ne sais pas, Virginie, il n'y a plus vraiment de questions qui n'ont pas été traitées. Donc on va… Dans le timing.
Voilà. Et en tout cas, un immense merci, Emery, pour cet entretien. Je te promets que ça a beaucoup intéressé quand on voit le fil d'actualité. Et le nombre de personnes qui s'étaient inscrites nous le montre aussi. Donc, on est vraiment ravis. Et puis, on te dit à bientôt. Bravo à vous, Virginie et Jérôme, pour cette belle initiative et merci de cette invitation aujourd'hui. On se tient au courant. Comme on dit. Oui, merci à tous. À très vite. Et on vous donne bientôt beaucoup d'informations sur plein d'éléments du grand défi qui arrive. Rendez-vous au prochain live alors. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt.